Bonjour Jean-François. Bonjour Françoise. Merci d'avoir accepté de venir à cette petite cérémonie un peu particulière puisqu'elle devait se dérouler le 10 décembre, qu'elle a été reportée au 11 février, c'est-à-dire aujourd'hui, cause Covid évidemment, et que malgré tout, il n'y a pas de public, que cette cérémonie sera enregistrée puis rediffusée sur les réseaux sociaux. Alors, en tant que présidente du jury du prix du Polar Normand, je voudrais, avant qu'on passe à la remise de ce prix, je voudrais dire quelques mots sur en fait les modalités de cette deuxième édition du prix du Polar Normand, parce que disons que ce prix est un petit peu particulier dans le sens qu'il est né en 2019 au sein du Café Polar Normand de Lisieux. Donc le résultat de ce prix, c'est un petit peu grâce au vote des lecteurs du Café Polar. Donc ça, c'est important à souligner. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on propose en avril, lorsque les réunions du Café Polar commencent, on propose une liste de 10 romans et les lecteurs vont, au fil des mois, c'est-à-dire d'avril à septembre, ils vont lire les différents romans et ils vont voter pour établir une présélection de 7 romans. Alors, l'année 2020 a été un petit peu particulière, en ce sens qu'il y a eu quelques réunions d'annulés et les autres ont été en comité restreint. Donc, on a créé une page Facebook, le cafépolarnormand.fr. Il suffit d'être abonné et là, on peut voter. Donc, il y a des gens qui ont voté via la page Facebook. Donc, les 3 livres... les 3 livres qui sont là faisaient partie de la sélection, de la présélection des 7 romans. Alors ensuite, la deuxième étape, ça a été le jury. 5 membres du jury ont travaillé, c'est-à-dire ont relu les ouvrages, ont délibéré et ont voté. Un vote à 2 tours. Alors les membres du jury sont là aujourd'hui avec nous. Il y a 2 lecteurs du Café Polar, assidus, absolument. Un membre de la médiathèque de Lisieux. Il y a aussi une poétesse qui est correspondante au journal Ouest France et lectrice assidue aussi du Café Polar, bien entendu. Et moi-même qui suis donc auteur de polar, mais surtout animatrice du Café Polar normand de Lisieux. Alors, le jury a bien travaillé, s'est réuni, a voté. Et au premier tour, il y a un consensus qui s'est créé tout de suite avec les 3 finalistes dont on voit les ouvrages sur la table. Alors, dans le désordre, il y avait Marc Mas pour Enquête sous les galets. Il y avait un duo d'auteurs, Robert Vincent, on le voit, voilà, pour Ici reposait. Et Jean-François, tu étais aussi parmi ces 3 finalistes, évidemment, pour les 9 jours du cafard. Et puis alors, il y a eu un deuxième tour, et là, à l'unanimité, tu es devenu le lauréat du prix du Polar Normand 2020. Très flatté, très flatté. Merci au jury, merci à toi Françoise. Et effectivement, ça c'est une élection de maréchal. Donc, carrément, carrément. Même Fidel Castro ou Staline n'auraient pas rêvé une telle. Donc je suis extrêmement flatté. Eh bien écoute, nous en sommes ravis. Alors, avant de remettre le prix, le petit diplôme, on a concocté un joli petit diplôme. Je voudrais juste dire 2-3 mots sur l'auteur Jean-François Pré, parce que je sais que beaucoup de gens tout connaissent, mais il y en a peut-être certains qui se posent encore des questions. Il y en a encore? Peut-être, je ne sais pas, c'est à tout hasard. Donc, on sait que tu es un amoureux des chevaux, des terrains de golf, que tu es un Normand, plus ou moins d'adoption. Enfin, tu partages ton temps entre Paris et Deauville. Et surtout, tu écris beaucoup. 21 nouvelles et 16 romans à ce jour. C'est quand même, quand même pas mal. Je salue ce côté-là aussi. Les 9 jours du cafard, donc ton roman primé, est en fait l'avant-dernier, le 15e. Il a été publié en octobre 2019 aux éditions Fayard et en novembre 2020... Non, La Joanie. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Fayard. Ah, oui, c'est pas mal non plus. J'ai rien contre Fayard. Non. Aux éditions La Joanie, excuse-moi. Et ensuite, Épisto en novembre 2020. Voilà.
Ça fait quand même un roman par an, cette histoire. Tout à fait. Et le prochain, il est prêt. Il sortira en octobre-novembre 2021. Ah ben, dis donc, c'est parfait, c'est formidable. Alors, c'est pas terminé en plus. Tu es aussi un ancien journaliste de la presse écrite et surtout connu pour avoir été des années durant, Monsieur Schral, à TF1 pour ton émission La Minute Hippique. Oui, oui, oui. Donc, c'est ce qui a fait ta notoriété. Et ce n'est pas étonnant non plus de retrouver l'univers du cheval dans tes romans. Bien sûr, j'aurais juste précisé que la Minute Hippique, c'est vrai que c'est une émission qui a très très bien marché. C'est surtout la toute première émission courte. Vous savez, ces petits programmes courts qu'on trouve maintenant fréquemment entre la fin du journal télévisé et le début de la soirée, le film, la pièce, l'émission de variété ou peu importe. Eh bien, ça a été le tout premier programme court sponsorisé. À l'époque, les programmes de la soirée ne commençaient pas à 21h, ils commençaient bien avant. Et donc, il y avait cette petite marge entre la météo et la fin du journal dans laquelle je me suis glissé. Très bien, c'est super. Donc, maintenant, on va passer plutôt... Eh bien oui, on va pouvoir remettre ce petit diplôme concocté maison, qu'on vous remet du coup Jean-François après. Voilà, et comme ça, on ne pourra plus jamais dire de moi, je ne peux pas vous encadrer. Donc je pose là, je suis très très heureux de recevoir ce prix. Et vous savez, je le suis pour moi évidemment, mais c'est aussi par rapport au travail, par rapport à ce que tout représente, tout ce que l'écriture d'un livre peut représenter. Et à voir la reconnaissance de ce travail, une reconnaissance parfois virtuelle parce qu'on ne connaît pas tous ses lecteurs, et puis une reconnaissance très concrète, comme l'attribution de ce prix, ça vous donne de l'énergie pour aller plus avant, pour réécrire, parce que le créateur, quel qu'il soit, maintenant je ne veux pas non plus jouer le mythe de l'artiste, le mythe de l'artiste éthéré, mais le créateur, il a besoin d'énergie et la meilleure énergie qu'on puisse lui insuffler, c'est effectivement de reconnaître la qualité de son travail et surtout, pour un auteur de roman, quel qu'il soit, c'est de le lire. Eh ben oui. C'est de le lire, c'est d'être lu. Voilà. Eh ben écoute, merci. En tout cas, pour nous aussi, pour cette deuxième édition du prix du Polar Normand, c'est très important aussi d'avoir des auteurs qui sont enthousiastes et qui sont heureux de recevoir le prix. Ça nous fait tout aussi plaisir. Tout à fait. Alors peut-être que pour commencer, on pourrait vous demander, Jean-François, une lecture éventuellement d'un extrait de votre livre. Oui, avec grand plaisir. Alors j'ai choisi un très court extrait, mais qui lance bien l'intrigue. Langsamer quitta les courses un peu plus tôt que prévu. Quitte à se rendre à Honfleur, il décida d'aller déambuler autour du petit port. Ce n'était pas la meilleure époque pour le faire, mais l'afflux de touristes donnait une couleur plus vive à la carte postale. Ensuite, il se dirigea vers l'église Sainte-Catherine, bâtie sur le modèle d'une halle, à l'aide de bardeaux de bois, le tout donnant l'impression d'une coque de navire renversée. Enfin, l'ex-commissaire s'essouffla dans les ruelles montantes pour aller saluer le fantôme d'Éric Satie, l'enfant du pays. L'heure du rendez-vous approchait. Il sauta dans sa Clio toute neuve et prit le chemin des hauteurs. Il passa devant la chapelle Notre-Dame-de-Grâce et, suivant les instructions de son GPS, n'eut aucun mal à localiser le manoir des Pulborough. Ce n'était pas la seule bâtisse de prestige dans le coin, mais assurément la plus imposante. Son parc de plusieurs hectares jouxtait la chapelle. On y entrait par une longue allée de gravier qui slalonnait entre les arbres. Les Anglais appellent ça un drive. Rien à voir avec le golf, si cher à Langsamer. Il gara sa voiture à côté de la corniche, dont le moteur était encore chaud. Sitôt sorti du véhicule, il vit apparaître un majordome en livrée. « Lady Pulborough vous attend. » Guidé à travers plusieurs places spacieuses, il la découvrit dans une petite bibliothèque lambrissée, un livre à la main. Sitôt la porte refermée par le valet, elle leva les yeux, esquissant un sourire. «
Aimez-vous la lecture, commissaire? Beaucoup. Il n'y a que les livres pour supporter un ours solitaire comme moi. Pour tout commentaire, Malvina Pulborough lui offrit un autre sourire. Sachant combien ceux-ci étaient prisés de la gentry pour leur rareté, Langsamer se sentit privilégié. Elle posa son livre sans prendre le soin d'en révéler le contenu. Il n'était pas là pour parler littérature. Elle désigna de ses longues mains un fauteuil vert-bouteille aux énormes accotoirs. Langsamer s'y enfonça si profondément qu'il se demanda comment il allait parvenir à se relever. « Vous voici dans mon antre, commissaire. » Langsamer hocha la tête. « Vous voyez, j'ai cette grande bâtisse pour moi toute seule et je me réfugie dans cette pièce de 20 mètres carrés sans ouverture sur le monde extérieur où je passe le plus clair de mon temps. Comment expliquez-vous cela ?» Langsamer s'en sortit par une autre question. « Vous n'avez pas d'enfant, madame ?»« Si, mais ils ne viennent jamais ici. » Malvina ne laissa pas à Langsamer le temps de s'étonner. Elle enchaîna. « Ce sont les enfants d'un premier lit de feu mon mari. Je ne suis que leur belle-mère. Ils n'ont jamais supporté le remariage de leur père, si peu de temps après le décès de leur maman. Je crois d'ailleurs qu'ils étaient beaucoup plus proches de leur mère que de leur père. Et puis, ils ont leur vie et leur famille de leur côté. Et ils n'aiment pas les courses. » La duchesse s'interrompit pour reprendre son souffle. À l'écoute, Langsamer lui donna le temps d'aller au bout de sa confession. « Evelyne, mon défunt mari, reprit-elle, n'a jamais réussi à leur transmettre sa passion. Il savait pourtant vous inoculer le virus. J'ai été conquise par le cheval presque aussi vite que par celui qui me l'a fait connaître. Mais ces enfants, dès l'adolescence, ont pris en grippe le monde du turf. Réaction classique des ados quand leur père est trop impliqué dans une activité. Ou bien ils deviennent aussi dingues que lui, ou ils la rejettent. » Elle accompagna cette remarque d'un rire amer. À la mort de leur père, poursuivit-elle, ils n'envisageaient de liquider tout le cheptel, chevaux, écuries, haras, et d'en tirer un bénéfice substantiel. Mais chez le notaire, au moment de l'ouverture du testament, ils eurent la désagréable surprise d'apprendre que mon mari m'avait légué tous ses avoirs hippiques. Ils m'en ont voulu comme si j'étais pour quelque chose. Je vous assure, commissaire, que je n'étais pas au fait des dernières volontés de mon époux. Langsamer fit la moue. Il était heureux que Lady Malvina le prît à témoin, quoique se sentant très peu concerné. Depuis ce jour, conclut-elle, nos rapports se sont dégradés. Nous ne nous voyons pratiquement plus en dehors des obligations familiales. Et, Malvina suspendit sa phrase, et, s'inquiéta Langsamer. Après un long silence, d'un souffle rauque, elle lâcha. Et ils sont persuadés que j'ai tué leur père. Langsamer ricana. Eh bien, dites donc, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. J'espère qu'ils ne disposent d'aucun élément pour étayer ces allégations. Malvina baissa les yeux, affichant un rictus qu'elle essaya de transformer en sourire indulgent. « Oh, mais ils m'ont traité au tribunal. Nous sommes allés jusqu'au procès, vous savez. »« Et vous avez été blanchi ?»« Oui. »« Ah, je suis heureux de savoir qu'ils avaient tort. » Un silence magnétique s'installa dans la pièce. « Mais ils n'avaient pas tort, commissaire. J'ai réellement tué mon mari. C'est pour cela que vous êtes là. » En effet, ça introduit bien l'intrigue. Tout à fait. Et là, on a tout de suite Georges Langsamer, qui est l'ambiance et qui est le commissaire, l'ancien commissaire de Deauville, qui réapparaît dans chacun des tout à fait. Là, depuis 2012, si j'ai bien. Tout à fait. Oui, c'est un personnage récurrent. Et comme m'avait dit Jean-Yann lors d'une interview il y a bien longtemps, personnage récurrent, ça ne veut pas dire qu'il passe son temps à faire la vaisselle. Non, bien au contraire, hein, voilà. Il aide ses collègues et Exactement. il est même très efficace. Bah, peut-être justement, on peut commencer par le personnage. Oui. Par le personnage, parce qu'en fait, Langsamer, en effet, mais aussi tous les autres personnages que j'ai beaucoup de mal à qualifier de secondaires, tellement ils sont bien composés, bien détaillés. C'est vraiment une vraie galerie de personnages. Et du coup, notre première question, peut-être, ce serait un peu sur ce processus de création de personnages, et puis notamment celui de Langsamer. Comment ça se passe? Est-ce que déjà c'est des inspirations? Est-ce que c'est vos lectures? Est-ce que c'est des personnages, des gens que vous connaissez qui vous inspirent ces
ces personnages atypiques. Alors, ce qui est assez merveilleux dans le cerveau humain, c'est que c'est un fantastique ordinateur qu'on ne programme pas toujours et qui, de temps en temps, vous sort des trucs d'on ne sait où. Bon, c'est ce à quoi sert la psychanalyse, c'est précisément à mettre de l'ordre dans tout cela. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, je lis énormément, j'observe beaucoup, je marche beaucoup dans Paris et ailleurs. Bon, je ne marche pas que sur les fairways, même si j'y passe beaucoup de temps. Donc j'aime la marche et quand on se promène dans Paris notamment, mais ailleurs aussi, on croise des gens et on voit beaucoup de choses qu'on ne voit pas en voiture ou dans les autres moyens de transport. Et tout ça pour vous dire que on arrive finalement... Moi, il m'est arrivé de croiser des gens dans la rue, des inconnus, de dire tiens, ça sera un de mes personnages. Donc je note si j'ai un petit carnet sur moi. Un élément du... Voilà, de visage, un peu ce à quoi il ressemble, ce à quoi il me fait penser. Alors, je ne nierai pas que quand on lit beaucoup, on est forcément influencé, même si on ne le sait pas. Mais moi, je l'avoue très sincèrement. C'est vrai que on parle beaucoup d'Agatha Christie, on parle beaucoup de Langsamer qui ressemble à Poirot. Il ressemble pas vraiment. Enfin, il est quand même très différent de Poirot parce que même si physiquement il lui ressemble un petit peu, il est quand même moins maniéré. Il est un peu plus brut de décoffrage que Poirot. Un peu bougon. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que dans sa façon de procéder, dans sa manière de déduire, dans son mécanisme intellectuel, il lui ressemble. Mais pas que le personnage, il y a aussi, je trouve, le côté un peu intrigue, le côté un peu décalé de l'intrigue. Ah oui, Pas désuet, mais vous voyez. Ah si, mais j'aime bien, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, moi, alors ça c'est ce que je dis dans les salons du livre, en général, quand je vois quelqu'un qui s'intéresse, qui regarde le livre, donc je dis, monsieur, madame, est-ce que vous voulez que je vous explique? Et puis je raconte un petit peu mon livre, et je leur dis, voilà, quel genre de polar aimez-vous? Et donc on me répond tel ou tel autre, par rapport à tel ou tel auteur, etc. Je vais dire, pour gagner du temps, je vais vous dire ce que moi je ne fais pas, ce que je ne suis pas. Et effectivement, je ne suis pas du tout dans le polar fantastique, je suis pas dans la science-fiction, je ne suis pas dans le polar au milieu d'une forêt qui va vous glacer le sang avec des plus ou moins fantômes qui sortent d'on ne sait où et qui viennent d'un autre monde. Je ne suis pas dans le sordide, je ne suis pas dans le polar social, mais alors pas du tout. Et c'est vrai que moi, mon monde à moi, c'est plutôt un monde élitiste, raffiné, et comme je le dis aussi dans les salons, où les personnages sont propres sur eux et sales à l'intérieur. Mais ils sentent bon. Ils ont des cols blancs, mais c'est vrai qu'ils sont tout aussi dégueulasses qu'ils peuvent l'être quand ce sont des personnages sombres et noirs. Après, il y a toute une galerie de personnages. Et voilà, bon, ça le cadre est planté autour de ça. Après, le choix des personnages en particulier, bon, moi, je suis, de par mon cursus universitaire, je suis très, très imprégné de culture britannique. Toute la littérature, la langue et la littérature. Donc, je m'en sers. Et puis, comme moi, mon plaisir, c'est l'écriture pure, l'imagination pure. Bien que j'ai été journaliste, en fait, le travail de documentaliste, je ne peux pas dire que ça ne plaît pas, parce que on a souvent besoin d'une manière ou d'une autre, même quand on connaît bien son sujet. Mais voilà, je suis un peu paresseux et ce qui me motive et mon carburant, c'est l'imagination à l'état pur. Donc, de ce fait, j'essaye d'écrire sur ce que je connais. Et ce que je connais bien, c'est effectivement, je connais bien la société anglaise, la littérature, tout ce qui tourne autour, je connais bien la langue, et je connais bien le cheval. Voilà. Et donc je m'en sers parce que c'est... Alors, c'est peut-être un petit peu redondant que ça se passe toujours dans le milieu du cheval, ou disons que ça le tutoie, mais d'un autre côté, mon éditeur m'a dit que j'étais un des rares, pour ne pas dire le seul à le faire,
et que c'est vrai qu'un de mes grands inspirateurs, un de mes grands modèles aussi dans mes lectures, c'est un auteur qui est aujourd'hui décédé qui s'appelle Dick Francis. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et c'est la référence universelle du polar hippique. Et c'est un garçon qui a un monsieur qui a obtenu énorme succès outre-Manche, et même en France. Tous ses bouquins ont été traduits et il a vendu énormément. Enfin, c'est quand même c'est quelqu'un ce qui prouve qu'on peut dépasser la barrière cheval, parce que si les gens ne sont pas spécialement intéressés par le milieu du cheval, l'exemple de Dick Francis prouve qu'on peut aller au-delà, parce que lui, à la différence de ce que je fais, lui, ses intrigues, elles étaient exclusivement bâties sur le monde du cheval, et le monde de cheval du course. Pas le cheval de sport, de concours hippique et tout ça, le cheval de course. Donc c'est quand même très 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 spécialisé, et ça prouve qu'il a su s'imposer donc à un lectorat qui n'était pas forcément passionné de cheval. Alors, je voulais, moi, juste un petit détail à propos de Langsamer. Oui. Pourquoi... Vous voulez son numéro de portable? Oui, parce qu'il est sympathique quand même, malgré son air bougon. Mais non, en fait, pourquoi avoir choisi un personnage récurrent? Parce qu'en fait, on peut écrire des romans policiers, des polars, sans qu'il y ait toujours un personnage qui revienne de livre en livre. Donc, pourquoi? Eh bien, est-ce qu'il y a un but ou pas je vais te raconter l'historique. Oui. Tu as mentionné tout à l'heure mes nouvelles. Oui. Et l'éditeur 1221, là, qui fait partie du groupe Univers Presse, Univers Poche, où il y a Fleuve Noir, Belfond, etc. Ça, et que j'avais rencontré pour un roman qui devait paraître chez Fleuve Noir, et puis après chez Pocket, puis en fait il n'est jamais sorti chez eux. Bon, ça c'est des histoires d'éditeurs, hein, c'est courant. Et en revanche, je leur avais dit, tiens, j'ai écrit une série de nouvelles comme ça, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Et puis, donc ils ont lu mes nouvelles, ils disent, ah oui, on va les publier. Et comme c'était 1221, c'était le premier éditeur numérique. Ça se passait dans les années 2012-13, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc le premier éditeur numérique, il voulait lancer des courtes nouvelles qui pouvaient être lues sur des téléphones portables dans le métro. Et c'était le but, donc il fallait faire une nouvelle pas trop longue. Et c'est parce que la nouvelle, là j'ouvre une parenthèse, mais la nouvelle c'est un genre littéraire qui ne marche pas du tout en France. Non, je sais, c'est très anglo-saxon. C'est très très anglo-saxon, voilà. Tout le monde connaît les nouvelles de Somerset Maugham, et puis de beaucoup d'autres auteurs. Moi, je le cite lui parce que c'est le plus talentueux. Mais donc la nouvelle, voilà, il voulait lancer et ça n'a pas plus marché. Puisque la nouvelle en France, bon, à part Maupassant, voilà, il n'y a pas beaucoup de novellistes. Bref, mais néanmoins, quand j'aurais donné ces nouvelles, j'en ai donné 2 ou 3, l'éditrice, elle m'a dit, oh, il y a un personnage qui est formidable, c'est Langsamer, on veut le voir partout. Voilà. Ah bon? J'ai dit, vous le trouvez si bien que ça, Langsamer? Ah oui, il est bien. Et tout de suite, elle est tombée amoureuse de Langsamer. Et une fois, je l'avais mis dans une nouvelle qui était assez trash, qui d'ailleurs n'est jamais sortie. Et elle m'a téléphoné, elle m'a dit, mais enfin, c'est pas possible, c'est pas vous, ça, c'est pas vous. On croirait du Chatham, mais c'est pas vous. Non, c'est pas pour Langsamer, faut me retirer ça, Donc voilà, et puis après, je me suis dit, bah écoute, puisqu'elle l'aime tellement, ce Langsamer, eh bien, on va le faire revivre. J'ai entendu parler d'un cocktail Langsamer, qui a été lancé en 2019. Qu'en est-il exactement? Vous êtes très bien informé quand il s'agit de cocktails. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Bon, alors, j'aime beaucoup les cocktails, j'aime beaucoup le whisky, j'aime tout ce qui se boit. Et qui se mange aussi. En résumé, je suis un épicurien, enfin je me reconnais comme tel, et Langsamer un petit peu aussi. Oui. Voilà. Bon, comme on met toujours un peu de soi dans ces personnages, voilà. Alors les cocktails, c'est vrai que j'ai toujours adoré les cocktails. C'est comme les recettes de cuisine, c'est le mélange de saveurs, d'ingrédients, trouver la bonne dose, etc. Ça me parle énormément.
Et j'ai commencé, alors l'histoire des cocktails, elle commence avec une jument qui avait gagné le prix de Diane, qui s'appelait Divine Proportion. Et j'ai trouvé que Divine Proportion, c'était un nom extraordinaire pour un cocktail. Et donc, avec Marc Jean, le chef barman du Normandie, à Deauville, on a créé un cocktail qui s'appelait Divine Proportion. Et puis, comme on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là, donc après, il y a une autre grande championne qui s'appelait Goldikova. Et Marc Jean a créé, avec moi, mais enfin surtout lui, c'est un professionnel, un cocktail Goldikova. Et alors, le cocktail de Goldikova avait cette particularité, c'est qu'il avait réussi à obtenir les couleurs de la casaque du propriétaire, l'écurie verte et mer, bleu et blanc. Et dans le verre, il y avait donc du bleu et puis un petit chapeau blanc comme ça. C'était les couleurs de Goldikova. Lang Summer est arrivé sur ces entrefaites et je me suis dit, mais pourquoi Divine Proportion, Goldikova ont eu leur cocktail, pourquoi Lang Summer n'aurait-il pas le sien? En plus, Lang Summer, je dirais pas que c'est mon cheval à moi, mais c'est ma propriété. Voilà, j'en suis le père et le créateur. Et donc, avec David Raguet, le directeur de Calvados Experience, on a lancé le cocktail Lang Summer en 2019 pour la sortie des 9 jours du cafard. Et alors, là, je vais vous poser une colle, c'est une question qui va être très très difficile pour vous. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un cocktail Lang Summer? Sachant que Lang Summer, il habite Deauville, que c'est un Normand d'adoption. Du Calvados. Voilà. Donc, Calvados Experience, ils n'allaient pas mettre du whisky. Non, ça aurait fait très mauvais effet. Absolument. Donc, il y a du Calva, il y a du Pommeau, il y a du gin, il y a du fruit de la passion, et puis j'en oublie peut-être un, mais de toute façon vous trouverez la recette du cocktail, vous la trouvez sur mon site jean-françoispré.com. Voilà, j'en profite pour faire un peu de pub là, jean-françoispré.com. jean-françois-pré.com. Voilà. C'est le moment, très bien. Bon, c'est parfait. Alors, merci beaucoup. Maintenant, on va demander aux membres du jury si ils ou elles ont des questions à poser. Oui, non, sur le livre, là, sur les 9 jours du cafard, moi j'ai trouvé ça très réjouissant. Et vraiment, il n'y a pas eu d'hésitation sur le vote, le choix. Ah oui, c'était à l'unanimité. Et je me posais cette question parce que justement, comme il y a ce personnage récurrent qui revient, si vous aviez été approché ou si vous aviez dans l'idée de faire quelque chose, de filmer, soit par une série, soit par du cinéma sur un film. Parce que je trouve qu'il y a, dans celui-là, puis dans d'autres, il y a un côté propice à un scénario, à cinéma, avec ces choses-là. Et je pense que c'est très effectivement aussi anglo-saxon, où il y a beaucoup, au niveau des séries, de romans policiers de qualité, qui sont mis comme ça en série, qui permettent de leur donner une vie plus large. Voilà. Et d'ailleurs, Jean-François, je rebondirai sur ce qu'a dit Pierre-François avant que vous répondiez. Quand j'ai lu votre livre, effectivement, j'ai trouvé que votre écriture, selon moi, se rapprochait un petit peu de celle de Jean-Christophe Granger. Et j'ai pensé qu'éventuellement, avec le commissaire Langsamer, vous auriez pu faire une série télévision, un petit peu comme lorsqu'ils ont fait Les Rivières pourpres, qui sont sur le thème du sang et de la généalogie. Et j'ai tout à fait vu, j'ai eu des flashs visuels, une image de ce que pourraient donner les épisodes du commissaire Langsamer à la télévision dans une série à la Jean-Christophe Granger. Alors avez-vous pensé auparavant à cette possibilité? Alors c'est très sympathique de me comparer à Granger. Je prends ça comme un compliment. La série, alors les séries télévisées adaptées de romans policiers, il y en a très peu en France. Très très peu. Alors il y a des personnages récurrents style Montalbano, tout ça, qui sont... voilà, bon... Il y en a eu fait avec des livres de Fred Vargas à un moment. Oui. Alors moi si j'y ai pensé, bien évidemment. Après, le monde de l'audiovisuel dans la fiction, c'est quelque chose qui est très très différent. Et j'en parle en connaissance de cause.
parce que pour la première fois de ma vie, bon ça c'est un petit peu un scoop, d'autant plus que ça n'a pas encore vu le jour, mais c'est vrai que je travaille avec un réalisateur sur un scénario et pour une émission, pour une série policière. Mais c'est pas Langsamer. Alors la démarche, c'est que une maison, un producteur, une maison de production approche l'auteur ou plutôt l'éditeur, achète les droits et ensuite réalise la série. Des achats de droits, il y en a beaucoup, ça n'aboutit pas toujours, même pas souvent, sur des séries. C'est quelque chose de très, très difficile, très long. Il y a beaucoup de séries françaises, enfin je parle des séries françaises, qui sont scénarisées par des auteurs de polar, mais pas à partir de romans policiers. Il y en a vraiment très peu. Donc, évidemment que moi, je serais très, très heureux de voir Langsamer sur le petit écran. Ça me ferait extrêmement plaisir, d'autant plus que vous êtes loin d'être les premiers à me le dire. On me l'a déjà dit dans d'autres romans où il n'y avait pas Langsamer, mais on me le dit souvent pour Langsamer. Donc effectivement, moi je serais très heureux. Je vais même lancer un appel. Je suis tout à fait favorable à ce genre d'initiative. Ça me ferait très très plaisir, évidemment. Mais c'est un autre domaine. C'est pas un domaine que je maîtrise comme l'écriture romanesque. Enfin que je maîtrise. On ne maîtrise jamais complètement. Mais je me sens à l'aise. Est-ce que vous penseriez avoir les capacités techniques ou la possibilité d'apprendre à transformer, à réécrire votre propre roman en scénario? On sait que c'est une écriture différente. Non, parce qu'il faut se faire aider. On s'improvise pas comme ça, vous savez. C'est un autre métier, quoi. Moi, quand j'ai écrit mon tout premier roman, Le Cheval du Président, en 1997. En fait, je l'avais écrit, ce roman-là, je l'avais écrit 20 ans plus tôt. Je devais avoir une vingtaine d'années, ou peut-être 25 ans, enfin pas plus. Et je l'avais fait lire à une amie, qui est à l'époque, on ne parlait pas de bêta-lecteur ou de bêta-lectrice, mais c'était en quelque sorte ce rôle-là. Et c'est une fille instruite qui lisait beaucoup et tout ça. Il m'a rendu le manuscrit en me disant « Ton truc, c'est complètement nul, oublie ça. » Donc évidemment, là, on prend un coup de poing dans la gueule. Mais ça m'a rendu service, parce que 20 ans après, j'ai complètement réécrit le bouquin et Fleuve Noir me l'a pris. Tout ça pour vous dire que écrire, ça c'est mon 15e, Épisto c'est le 16e, le prochain sera le 17e, il y aura un 18e, on ira jusqu'à aussi longtemps que Dieu me prêtera vie, et que j'aurai l'énergie pour sortir un bouquin par an. Mais ça devient une gymnastique, c'est comme n'importe quel sport, comme n'importe quelle activité. On n'est pas écrivain, non. Peut-être que quelques privilégiés naissent avec ça dans le sang, mais en général, ça se travaille. Ça se travaille sur la longueur. Et puis, il faut lire beaucoup. Et puis, son style, on l'améliore sans arrêt. Sans arrêt. Et il faut... il y a tellement, c'est Simenon qui disait lors d'une interview, lui, son obsession, c'est de virer les adverbes, mais il n'a pas tort, parce que 9 fois sur 10, l'adverbe ne sert à rien. Ça alourdit complètement, mais ça ne sert à rien. Parfois, oui, on en a besoin, mais la plupart du temps, et il y a plein de trucs comme ça, donc ça vous vient pas d'un coup comme ça, et quand vous écrivez un premier roman, c'est très rare qu'il soit bon. Après, on s'améliore, c'est comme tout. Quand on fait du sport, on commence un sport, et bien voilà, on travaille, on fait des heures et des heures. Là, si je prends le golf, par exemple, faut faire des heures de practice, faut apprendre. Et puis, il faut se remettre en question sans arrêt. Et donc, tout ça, ça ne s'improvise pas. Donc, l'écriture d'un scénario, non. Je sais faire des dialogues. Ça, je pense que c'est une de mes grandes forces, enfin en tout cas c'est ce que me disent mes lecteurs, mais l'écriture d'un scénario c'est autre chose qu'un dialogue, c'est comme une pièce de théâtre. J'en ai écrit des pièces de théâtre, pour l'instant il y en a une qui a failli être jouée mais elle n'a pas encore été. Bon, j'ai bon espoir, tu vois, ça ressortira un jour. Pour l'instant c'est pas ma préoccupation ce sont mes romans. Mais une pièce de théâtre, c'est pareil, c'est pas du tout le même sport, c'est quelque chose de totalement différent. Et pourtant,
j'estime savoir dialoguer. Donc, l'écriture d'un scénario, non, si un jour ça se produit, j'espère que j'y participerai activement, mais que ce soit moi qui le fasse tout seul, non, ça me paraît très, très improbable. Alors moi, j'ai une question, pas directement sur l'énigme, mais sur la dernière ou l'avant-dernière page. Je suis proche des animaux et j'étais très touché par l'histoire du chèque donné à une association que je ne connaissais pas. J'ai été voir sur Internet les associations, parce que je ne savais pas qu'il y avait des associations qui essayaient de récupérer les chevaux de course à la réforme. Disons que avant, dans les années 60, 70, 80, ça c'était le propriétaire, quand il aimait son cheval et qu'il l'aimait vraiment, il s'occupait lui-même de son recyclage. Moi j'en ai connu quelques-uns comme ça, j'ai connu aussi des vrais salauds qui, une fois que le jouet est cassé, ils le mettent à la casse ça veut dire le couteau, et puis après ils en achètent un autre. Donc il y avait de tout. Et aujourd'hui, c'est plus dans l'air du temps, donc le bien-être animal, c'est quelque chose qui compte véritablement. Et cette association Au-delà des pistes, elle est formidable. J'ai eu l'occasion de le vérifier récemment parce que j'ai un ami qui avait un vieux cheval et dont il ne pouvait plus s'occuper, qui m'avait demandé un ancien crack de cross, de cross hippique dans les courses, pas du cross de concours complet. Et donc j'ai contacté Au-delà des pistes et je suis tombé sur la responsable du recyclage des chevaux qui a tout de suite réagi, qui m'a répondu, qui a contacté le propriétaire et tout ça. Entre-temps, il avait réussi à le donner à un de ses amis. Mais je veux dire, ils ont été très réactifs. Et c'est pas plus tard que ce matin, dans Jour de Galop, qui est un journal corporatif très professionnel, qui ne s'adresse qu'aux professionnels du monde du cheval, il y avait un très très long article sur ADP, Au-delà des pistes, et qui montrait leur manière de travailler. Ce sont vraiment des gens très très sérieux, et c'est vrai que j'ai pensé immédiatement à ça. En plus, il y a le clin d'œil, le côté humaniste, altruiste de Langsamer, qui est le chèque de la duchesse, il n'en a rien à foutre, donc il le donne. Et c'est très... Voilà. Il y a peut-être pas beaucoup, c'est peut-être pas très réaliste. Mais bon, voilà. Et je me suis dit aussi un petit clin d'œil pour cette association qu'il mérite. C'est pas la seule, hein. C'est pas la seule, mais c'est certainement la plus sérieuse. Merci infiniment Jean-François de t'être prêté au jeu des questions-réponses. Et puis... Je me suis prêté, alors vous me rendez maintenant. Voilà, c'est ça. Très bien. Je récupère ma liberté alors. Tout à fait. Et merci encore une fois aux membres du jury qui ont si bien travaillé. C'est un plaisir. C'est vrai, je confirme qu'ils ont très très bien travaillé. Et on va terminer en disant longue vie au Café Polar Normand. Voilà. Bien sûr. Longue vie à Langsamer aussi, ça sonne bien. Oui, oui, ça sonne bien, absolument.